La ministre l'a dit sans détour, elle a employé des mots forts, très forts. Je la cite, les sociétés à mission et les acteurs historiques de l'ESS sont condamnés à se voir et à échanger. Alors ça tombe bien parce que c'est exactement le principe qui va guider nos débats aujourd'hui. Et avant d'entrer dans les échanges au cours des tables rondes, Timothée Duverger nous a rejoints. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Bordeaux et vous allez, dans le cadre de quelques propos introductifs, nous aider à encore mieux cadrer les débats qui vont nous animer aujourd'hui, et justement en nous rappelant le cadre et les fondamentaux, les principes qui ont été posés par la loi Pacte concernant ce nouvel objet que sont les entreprises à mission. Oui, tout à fait. Donc, d'abord, merci de votre invitation. Et puis, pour essayer effectivement de rentrer dans le vif du sujet, parce que Monsieur de Fidal n'a pas notre intervenant fidalien, j'ai bien noté la référence, n'est pas rentré effectivement pour me laisser l'espace en réalité. Donc, et le loisir de développer, je vous en remercie. Donc, effectivement, la société à mission, l'idée, c'est que ça repose sur 5 principes. Donc, le premier, c'est de se doter d'une raison d'être. Le second, c'est de se doter effectivement d'objectifs sociaux et environnementaux. Ça fait référence effectivement à la modification du Code civil. Troisième, c'est d'avoir un comité de suivi, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut prévoir dans la gouvernance un suivi de l'exercice au fond de cette mission, qui consiste en fait en des principes, des objectifs qu'il s'agit de mettre en œuvre évidemment, et dont on a vu qu'il fallait y affecter des moyens. Ça, c'est en lien avec la raison d'être. Quatrième principe, c'est qu'il faut avoir recours à un organisme tiers indépendant qui vient vérifier tout ça, qui est habilité pour ce faire. Et enfin, il faut déclarer cela au greffier du tribunal de commerce. Voilà, donc il y a 5 actions à mener pour finalement devenir une société à mission. Et donc on s'aperçoit qu'il y a des sociétés qui, elles, se contentent finalement d'introduire une raison d'être à leur statut, et puis d'autres qui vont au bout de la démarche finalement. Alors parmi ces autres, j'ai envie de dire, qui vont au bout, quand on regarde qu'il y a des rapports d'évaluation qui sont faits maintenant chaque année de la loi Pacte par France Stratégie, j'ai regardé évidemment le dernier, et au premier semestre, à la fin du premier semestre de cette année, il y avait un peu moins de 200 sociétés à mission, donc c'est pas non plus un nombre énorme. Aujourd'hui, elles sont 250 voilà, selon les dernières données de l'Observatoire. Ça augmente. Mais donc 200, 250, on est quand même, je veux dire, il faudrait prendre le nombre d'entreprises en France. Je veux dire, pour avoir une idée de ce que ça représente. Et beaucoup d'ailleurs, et ça c'est une curiosité, alors la moitié sont en Île-de-France, et ensuite en termes de taille, c'est souvent en fait, et c'est une curiosité je trouve, des micro-entreprises ou des PME de moins de 50 salariés. Voilà, ça c'est aussi un élément, parce qu'on a beaucoup parlé de Danone et autres, mais c'est un élément qu'il faut avoir en tête également. Oui, il y a des écarts très importants, parce que si je ne me trompe pas, selon les dernières données de l'Observatoire, 70% des 250 entreprises à mission ont moins de 50 salariés. Mais après, il y a des écarts très importants. Vous avez cité Danone, il y a le groupe La Poste, c'est 250 000 salariés, c'est-à-dire la moitié des 500 000 salariés couverts aujourd'hui par les entreprises à mission. Il y a vraiment des différences très importantes. J'ai envie de vous poser une question. Quelles sont les différences fondamentales entre les entreprises à mission, et on a bien compris qu'il y en avait 2 sortes, celles qui vont au bout de la démarche en se dotant d'objectifs, et donc les différences fondamentales avec les acteurs de l'ESS? Déjà, il faut avoir en tête par rapport à ce que... Je ne sais pas si c'est une pollinisation de l'ESS par rapport à ce que disait la ministre, si c'est l'ESS qui pollinise le reste de la société. Je ne suis pas tout à fait convaincu que ça se soit passé tout à fait comme ça. À mon avis, c'est plutôt un mouvement de réforme du capitalisme, au fond. Voilà, c'est-à-dire que c'est les entreprises, ce n'est pas nouveau, la RSE, des origines assez anciennes. On peut remonter d'ailleurs à l'entre-deux-guerres, à la crise des années 30. Donc il y a déjà eu des démarches de ce type des entreprises. Bon, là, ça prend une forme particulière actuellement, mais c'est un mouvement de réforme de l'entreprise parce qu'elle subit effectivement les assauts, les attentes, les aspirations de la société qui disent mais attendez, vous ne pouvez pas faire du profit au détriment finalement des ressources humaines et naturelles sans vous en soucier un peu, quoi. Voilà, donc c'est ça en fait dont il s'agit, plutôt un mouvement de réforme de l'entreprise. L'ESS, c'est une autre dynamique qui est là aussi historiquement située, c'est-à-dire qui en fait date du 19e siècle et qui repose sur des actions collectives. Alors à cette différence près pour les fondations et les fonds de dotation qu'on a évoqués tout à l'heure. Mais globalement, ça repose sur des actions collectives qui font qu'en
qu'en fait, on est sur des entreprises qui sont à la fois des associations. Ça, on est un peu dans l'entre-deux. Ce sont des groupements de personnes et pas des groupements de capitaux. Ça, c'est un point effectivement tout à fait fondamental parce que du coup, ça signifie que ça repose sur 3 piliers qui ne correspondent pas du tout aux entreprises à mission, bien sûr, qui sont bien différents. Le premier, c'est une gouvernance démocratique qui devient d'ailleurs de plus en plus participative. L'idée, c'est plus de seulement être sur un principe de double qualité entre le bénéficiaire et le sociétaire, mais bien d'ouvrir de plus en plus la gouvernance. Première, donc, gouvernance démocratique. Deuxième pilier, sur le but non lucratif, qui peut prendre soit la forme d'une non-lucrativité stricte, c'est le cas des associations et des fondations, même si elles peuvent aller par ailleurs sur le champ concurrentiel, ça n'empêche pas, et puis même avoir des filiales des fois. Mais donc, et troisième et autre élément, c'est une utilité sociale. Voilà. C'est-à-dire effectivement qu'elle recherche une finalité qui relève, en fait, c'est un dérivé de l'intérêt général, on pourrait dire. Voilà. Et lucrativité, non-lucrativité stricte, je disais, une lucrativité limitée dans le cas des coopératives et des mutuelles, excusez-moi. Donc on est sur 2 ensembles, au fond, très différents. Les sociétés à mission d'un côté, les entreprises ou associations, disons, de l'ESS de l'autre, n'ont pas du tout les mêmes règles. En fait, ce qui les différencie, évidemment, ce sont des règles. Ce ne sont pas des essences fondamentalement différentes. Elles ont une origine historique différente, des règles différentes qui permettent de bien les dissocier, malgré, effectivement, un mouvement qui a été rappelé par la ministre, de convergence générale et d'hybridation. Certains diraient de fourre-tout, de confusion, etc. Peu importe le jugement de valeur qu'on y porte. En tout cas, il y a un mouvement de convergence entre ces deux dimensions. Mais alors, est-ce que les acteurs de l'ESS ont un intérêt à se saisir du dossier des entreprises à mission, voire à opter pour cette qualité? Qu'est-ce que ça pourrait leur apporter? Je pense que pour l'ESS, de ce que j'en observe, on n'a pas beaucoup de recul. Tout ça est assez récent. On a vu d'ailleurs que l'ESS était bien embêté par cette loi, avec des difficultés à se positionner, des divergences, des débats, et finalement d'ailleurs assez peu cités dans le cadre de ces travaux. C'est pour ça que je disais, c'est pas vraiment l'ESS qui a pollinisé, elle n'a pas vraiment eu d'influence d'ailleurs et d'incidence sur cette loi. Mais disons que pour l'ESS, il y a deux, on va dire, il pourrait y avoir 3 scénarios. Premier scénario, le rejet de complet. On considère finalement qu'on est bien différent de ça. On n'a pas intérêt à se dévoyer en allant dans les entreprises à mission. Là, qui tiennent cette ligne-là. Deuxième ligne, tactiquement, c'est mieux d'y aller parce que si on n'y va pas, il y en a d'autres qui vont occuper l'espace. C'est typiquement le cas de quelques mutuelles qui peuvent y réfléchir par rapport à AXA. Enfin, j'en sais rien, vous voyez, je cite un exemple, mais c'est ça dont il s'agit. C'est-à-dire, c'est finalement ne pas laisser dire à des entreprises conventionnelles, finalement, qu'elles auraient une mission que nous n'aurions pas. Voilà. Donc, tactique, vous voyez, on va investir le terrain de l'autre pour ne pas lui laisser d'espace. Troisième option, c'est je challenge la notion, c'est-à-dire je m'en saisis, mais je vais un cran plus loin. C'est typiquement le cas avec les mouvements, enfin ESS France qui actuellement travaille à la République de l'économie sociale et solidaire en posant la question du projet politique de l'ESS et qui va poser la question non pas de la raison d'être, mais de la raison d'agir. Vous voyez, on va un cran plus loin, la raison d'agir de l'économie sociale et solidaire, avec l'idée de porter des causes, etc., et pas simplement de prendre en compte des externalités négatives. Voilà. Très bien. Dernière question, est-ce qu'il faut aller plus loin dans la régulation, l'encadrement législatif, réglementaire des sociétés à mission? Je pense que... est-ce qu'il faut aller plus loin? En tout cas, déjà, on voit que ça séduit, mais enfin, pas tant que ça. Je veux dire, quand on a 250 entreprises, c'est pas non plus la panacée. C'est pas un raz-de-marée, mais c'est quand même très récent. Oui, mais les ESUS, c'est pas beaucoup plus vieux, et il y en a que 1000. Enfin bon, donc je veux dire, c'est pareil. En fait, globalement, l'idée d'une conversion des sociétés commerciales à d'autres règles, je veux dire, c'est quand même limité. Alors, c'est limité, et pas que, parce que quand c'est des grands groupes, effectivement, il peut y avoir beaucoup de salariés qui sont concernés. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis simplement que c'est quand même d'ampleur limitée. Alors, est-ce qu'il faudrait aller plus loin? Disons que dans l'esprit, on pourrait se poser d'autres questions. Si on s'inspire de l'économie sociale et solidaire, on pose la question du partage du pouvoir et du partage de la valeur. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire, dans le cas des entreprises à mission, qu'il faudrait poser la question de la codétermination. C'est-à-dire de faire rentrer davantage de salariés dans les conseils d'administration, conseils de surveillance. Ça voudrait dire, pour les grands groupes, je parle pas pour les petits, évidemment, pas pour les petites entreprises. Et deuxième aspect, ça pourrait être la question des écarts de salaire. On a vu dans les US, l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale, qu'on a mis en place effectivement des possibilités de réglementation sur les écarts de salaire. En tout cas, de fixer des règles là-dessus. Moi, je pense que ça peut être aussi une piste. Voilà. Et dernier point, il pourrait y avoir dans ce mouvement de convergence, il me semble, une piste à creuser, c'est-à-dire au-delà de ce qui peut être réglementaire, il y a un mouvement propre au fond de la société qui peut être mis en place. On l'a vu avec les pôles, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est le ministère aussi qui le relance. Les pôles territoriaux de coopération économique, on voit bien
pour aller sur le fond du débat et le lancer pour après, qu'il y a des dispositifs de coopération, de coordination entre des entreprises conventionnelles et des entreprises de l'ESS, et même des acteurs publics. On le voit avec ces pôles territoriaux de coopération économique pour lesquels il y a eu un nouvel appel à projet. On pourrait imaginer effectivement d'aller un cran plus loin et de poser, comme l'a fait d'ailleurs France Stratégie il y a 3 ans, la question de la responsabilité territoriale des entreprises. Et justement d'aller encore un cran plus loin dans ce travail finalement. Je sais que certains réseaux y travaillent, nous-mêmes à la chaire nous y travaillons. Je crois que là il y a une notion qui permettrait d'aller encore un peu plus loin pour concrétiser véritablement ces engagements à une échelle en l'occurrence territoriale. Avant de vous laisser, j'ai quand même une dernière question. Si j'entends bien votre discours, les entreprises à mission ont davantage à apprendre de l'ESS que l'inverse. Je ne sais pas si je le poserai tout à fait comme ça, parce que je pense que ce serait... je ne suis pas sûr que ce soit la bonne posture que de prendre en gros les entreprises à mission de haut. Ah, bon, vous voyez, vous êtes des capitalistes qui essayez, vous êtes en train de vous déguiser, on va vous apprendre comment il faut faire, quoi. Surtout qu'en la matière, l'ESS n'est pas tout à fait parfaite non plus. Hein. Je veux dire, quand on regarde effectivement le champ associatif, et notamment dans le domaine social et médico-social, il y a de nombreux travaux, travaux universitaires, qui démontrent qu'il y a une question autour du travail dans le secteur, je parle du secteur associatif, et on pourrait parler de tous les autres secteurs, enfin de tous les autres statuts dans l'économie sociale et solidaire. Donc ça, sur la question du travail, il n'y a pas forcément d'exemplarité. La question de gouvernance, tout n'est pas parfait non plus. Je veux dire, quand on a des assemblées générales où il n'y a pas grand monde de présents et où on est plutôt dans une certaine verticalité des décisions, dans des grands groupes de l'économie sociale et solidaire, on peut considérer qu'on n'a pas de leçon non plus à donner. Donc je ne sais pas s'il faut le poser dans ces termes-là. Pour autant, je pense que les règles de l'économie sociale et solidaire, moi je crois pas, la vertu j'y crois pas trop, je crois beaucoup dans les règles en revanche, et après dans leur application et dans l'énergie, dans le souffle qui permettent de les mettre en œuvre, eh bien du point de vue des règles, évidemment, je pense qu'il y a des choses qui peuvent inspirer davantage les entreprises à mission pour aller un cran plus loin dans le partage du pouvoir et de la valeur. Très bien, merci Timothée Duverger pour cette introduction riche et tous ces éléments de compréhension.